Que du plaisir de vous présenter cette capsule pédagogique qui est sous le titre Les jeux et l'animation pédagogique. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre chaîne YouTube Let Us Think Together. Notre chaîne YouTube focalise l'attention sur tous les sujets d'actualité, que ce soit des sujets qui ont un cheminement pédagogique, culturel, politique, social. Notre objectif principal est de favoriser la communication interactive et de modérer un contenu exceptionnel qui sera à votre disposition dans le cadre de l'investir pour réaliser de différents projets. Je vous souhaite une très bonne continuation et un très bon visionnage. Et parmi les axes de notre présentation, on cite tout d'abord les différentes approches du jeu. On va découvrir les approches pédagogiques, psychologiques et anthropologiques du jeu. Si on organise un jeu, c'est pour un objectif certain, ce n'est pas au hasard. Ensuite, on va savoir les intérêts du jeu pédagogique. Si j'organise un jeu pédagogique, si j'adopte la pédagogie de jeu, quels sont les intérêts que je vais gagner? Quels sont les intérêts que je vais avoir? En outre, on va découvrir quelques modèles de jeux pédagogiques. Enfin, on va terminer notre présentation par la découverte de quelques techniques d'animation pédago-andragogique. Quand on dit animation pédago-andragogique, ça veut dire les techniques qui sont utiles pour les enfants et pour les adultes, pour qu'on puisse être des animateurs pour toute catégorie d'âge. En se basant sur une étude élaborée par l'Organisation mondiale de l'éducation, les sciences et la culture, on peut dire que les caractéristiques de jeu, selon son approche théorique, sont limitées en 4 caractéristiques. La première, c'est la liberté, la deuxième, c'est la séparation, la troisième, c'est l'improductivité, la quatrième, c'est le règlement. Alors il faut que vous sachiez, quand on organise un jeu, si on veut réaliser la liberté de tout comportement, si on organise un jeu, si on veut réaliser une séparation du comportement, des actes, de tout apprenant, et si on organise un jeu parce qu'on veut propager le savoir, parce qu'on veut propager le plaisir, parce qu'on veut propager la culture de la solidarité et la coopération, et si on organise un jeu parce qu'on veut mettre dans tout comportement humain des règlements, des avantages, des inconvénients, des limites et des bénéfices. Chacune période dans la vie est compatible avec un style de jeu qui le confère. Il faut que vous sachiez que dans l'approche psychologique du jeu et dans la période d'enfance qui se subdivise en 3 périodes, la période nouveau-né, la période première enfance et la période de la scolarité primaire. Chaque enseignant doit tenir compte à ces vicissitudes de développement. Chaque période dans la vie constituait un développement pyramidal de la personnalité. Dans la période nouveau-né, le jeu se réduit au balancement. Dans la première enfance, le jeu semble plus encore confère aux jeux fonctionnels, les jeux sensorimoteurs, dont le plaisir réside dans le fonctionnement lui-même. Et dans la scolarité primaire,
Les jeux qui ont un caractère social sont la monnaie, sont l'objectif. Parce que dans la scolarité primaire, c'est la période de la connaissance de l'autrui, c'est la période de l'interculturalisme. Quand on organise un jeu collectif, l'objectif principal, c'est d'apprendre. L'objectif crucial, c'est de jouer pour apprendre et apprendre pour jouer. C'est là où se réside l'approche sociologique du jeu. Le jeu fournit un moyen d'apprentissage des valeurs culturelles de la société. Les instruments pour jouer ou fabriquer son jouet sont les outils de travail de l'adulte. Elles sont réunies en classe dans l'objectif de bâtir leur carrière professionnelle. Le génie de travail enseignant ne peut pas avoir son rayonnement s'il n'y a pas une approche pédagogique du jeu. S'il n'y a pas une réponse à des objectifs qui sont liés aux activités perceptives, aux activités verbales, aux activités sensorimotrices, aux activités d'affectivité. Et l'enseignant qui a un génie et qui sait ce qu'il fait, il adopte une approche transdisciplinaire dans son travail de transmettre les savoirs savants aux savoirs qui sont être destinés à enseigner. Si je réalise la transition par l'organisation des jeux pédagogiques, qu'est-ce que je vais gagner? Voilà ce que je vais gagner. Se met en place le savoir-vivre ensemble. Je vais varier les apprentissages. Je vais rendre l'élève actif. Je vais motiver les apprenants. Et le plus important, je vais faciliter la compréhension, la mémorisation et la concentration. Pour les apprenants de l'enseignement primaire, si j'organise un jeu et si j'applique de temps en temps des jeux pédagogiques, je vais remotiver un groupe endormi. Je vais provoquer un changement de rythme. Je vais introduire une nouvelle approche. Je vais souder un groupe très hétérogène et je vais faire participer l'ensemble des élèves. Un apprenant de l'enseignement primaire est un apprenant actif, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui crée beaucoup et qui rit beaucoup. Comment je vais le contrôler? Je vais le contrôler par des activités qui sont dynamiques. Je vais éviter tout genre de cours magistraux, de mémorisation qui sert à n'importe quoi. Voilà le secret de la période de l'enseignement primaire et voilà la baguette magique sur laquelle je vais me baser.
Les modèles de jeux pédagogiques sont multiples, sont divers. Et les exemples qu'on va présenter sont parmi les milliers. L'innovation pédagogique devient toujours une nécessité. On va restreindre ces modèles-là dans deux genres. Le premier, c'est les jeux de rôle. Le deuxième, c'est les jeux d'énigmes. Je vais vous donner un exemple. Le scénario de notre jeu, c'est toute forme de panne dans un lieu clos où se trouvent plusieurs personnes. Un incident matériel, fuite d'eau entre autres. Les ruptures possibles, c'est qu'il y a des sentiments comme la peur, des réactions conflictuelles, la colère, la crise de nerfs devant l'impossibilité. Qu'est-ce qu'on va gagner comme des objectifs linguistiques? L'expression des sentiments, peur, colère, inquiétude. Demander des renseignements, l'expression de la cause et de la conséquence. Au lieu de donner à un élève d'organiser un jeu de n'importe quoi, on va jouer la scène. Parce que la classe, c'est une scène qui bouge. C'est une salle. C'est une scène de théâtre. Je vais vous donner le deuxième exemple. Concernant toujours les jeux de rôle, on va dire notre scénario, c'est de créer toutes les formes de surprise dans le déroulement d'une situation qui se développe. Qui sont les ruptures possibles? Si les formes d'annonce peuvent créer des surprises, des arrivées inattendues, des résultats, des situations professionnelles. Les déclencheurs, c'est l'utilisation des médias, la composition de personnages, les décisions brutales et inattendues. Imaginez un enfant qui va jouer cette scène. Dans un jour, elle va recevoir une bonne nouvelle. Le temps qu'elle a déjà vécu, six bons moments qu'elle a déjà. Les objectifs linguistiques qu'on va réaliser, c'est l'expression des sentiments, à savoir l'étonnement, la joie, la déception, toutes les formes d'annonce. Énoncer l'information. Par exemple, un enfant, elle va dire à son collègue: oui, mon ami, tu as validé le module X, tu as réussi l'examen X. Elle va jouer la scène. L'interaction de celui qui a reçu la nouvelle, comment elle va être? Est-ce qu'il va jouer la scène? Est-ce qu'il a un comportement qui superficialise les choses? Et dans ce cas, on pourrait créer des études sur les comportements de chaque apprenant. L'utilité des jeux d'énigmes et d'observation est manifestée dans le développement du comportement réflexif de l'apprenant. C'est dans la situation de réaliser une transition entre les modèles d'enseignement et les modèles d'apprentissage. On ne va pas tout le temps jouer de rôle. On va activer notre matière grise. Et c'est ça l'objectif des jeux d'énigmes et d'observation. Par le jeu de métier comme un exemple entre autres, qui est constitué par la division de groupes en sous-groupes de 1 à 8. Dans chaque groupe, on va désigner un élève. Les autres doivent deviner la profession que le sort lui a donnée. Ils ont le droit de lui poser 20 questions, dont les réponses ne peuvent pas être que oui ou non. Les gagnants sont le groupe qui termine le premier. Les objectifs qu'on va réaliser, c'est le développement de l'esprit d'observation. On va pratiquer les différentes formes de questionnement et surtout les questions fermées. Et l'objectif de poser une question fermée à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans,
c'est dans la nécessité d'identifier sa personnalité, ses besoins, son ambition et son projet personnel. Les jeux de connaissances développent les compétences sensorimotrices et les compétences linguistiques de l'apprenant. Si je vous donne un exemple, je vais vous donner l'exemple d'un jeu qui est très célèbre, Pierre a dit. Il faut suivre les consignes de Monsieur Pierre. Par exemple, Monsieur Pierre vous a dit « Fermez les yeux ». Fermer les yeux sans indication de Pierre égale une élimination. Il y a un autre jeu qui est très reconnu aussi, c'est le regroupement. Les enfants marchent sur une musique rythmée. L'animateur nomme un chiffre et les enfants doivent se regrouper. Exemple, 2 est égal, les enfants se regroupent par 2. Cet exemple est parmi les milliers des exemples. L'innovation pédagogique deviennent toujours une nécessité. Et la nécessité, c'est la mère de l'invention. Quand le management du cours pourra avoir un bouleversement, quand je ne peux pas planifier efficacement au cours, quand je serai perturbé à une bonne planification de mon cours, qu'est-ce que je vais faire? La solution par l'activation des techniques d'animation pédago-ondragogique. La première technique, c'est le postage, the postage. Chacun s'exprime, laissez aux apprenants le temps de réfléchir. La deuxième technique, de brainstorming, faire produire un maximum d'idées par le groupe sur un sujet donné. L'utilité de la technique qui s'intitule le brainstorming, c'est d'avoir le partage des idées. C'est pour qu'il y a plusieurs ou bien une multitude de joueurs, de décideurs. C'est ça l'objectif principal. L'enseignant qui prend en considération l'avis de ses apprenants et qui donne toute l'importance à leurs avis, que ce soit des avis positifs ou bien négatifs, c'est un enseignant qu'on peut le considérer comme un enseignant démocrate. La troisième technique, c'est les questions à choix multiples. Je vais évaluer. Je ne vais pas toujours faire l'évaluation diagnostique, sommative et certificative. Je vais enseigner à quelqu'un ou bien plusieurs personnes avant le commencement du cours. Pourquoi pas? Je ne vais pas mettre un questionnaire à choix multiples pour que je puisse étudier leur représentation.